Bonjour à tous et je voudrais d'abord dire mon plaisir d'être ici, remercier Jean Jouzel et l'Académie des sciences de leur invitation. C'est pour moi aussi un honneur de pouvoir porter dans ce colloque la voix, je crois, résolument engagée d'un secteur industriel et privé qui, je crois, se veut et doit être un pilier de la transition énergétique. Alors je me suis aperçu aussi en préparant cette intervention d'une coïncidence. L'Académie des sciences a été créée en 1666, c'est-à-dire un an après Saint-Gobain. Je pense que c'est une bonne illustration de notre préoccupation commune pour le long terme et de notre responsabilité pour que nos descendants puissent dire également dans 300 ans que nous avons, en tant qu'industriels et scientifiques, su prendre la mesure des risques et combattu la catastrophe climatique du XXIe siècle. Alors le parallèle s'arrête là, et je voudrais en venir au cœur de mon propos, qui est qu'est-ce que peuvent et doivent faire les entreprises, et en particulier les entreprises industrielles, face au constat implacable des scientifiques qu'on a encore entendu hier en particulier. Alors je voudrais juste développer 3 idées assez simples. La première, c'est que les entreprises industrielles vont jouer un rôle absolument majeur pour apporter les solutions permettant à notre monde de réussir sa transition énergétique. Deuxièmement, que les entreprises industrielles doivent aussi, comme l'a dit Marion, massivement décarboner leurs procédés de production. La bonne nouvelle étant que je pense que les solutions techniques aujourd'hui existent. Et la troisième idée, c'est que malheureusement, les entreprises, elles ne peuvent pas tout. Et je crois que le rôle des pouvoirs publics est majeur pour les accompagner, pour accompagner l'industrie et lui permettre d'accélérer son action de décarbonation. Et aujourd'hui, je dirais que les pouvoirs publics sont plutôt en retard par rapport au monde des entreprises. Alors, premier point, les entreprises industrielles, elles vont jouer un rôle absolument majeur pour apporter les solutions permettant de réussir la transition. C'est clair que les entreprises industrielles, elles portent en elles le péché originel de la pollution et du réchauffement climatique, puisqu'elles ont été certes pendant les 2 derniers siècles les moteurs de la croissance économique et de la lutte contre la pauvreté, mais elles ont aussi permis l'emballement de la production des gaz à effet de serre et contribué à polluer notre seul écosystème, la Terre. Aujourd'hui, si on veut réussir la mise en œuvre d'une économie bas carbone et durable, le secteur industriel va devoir réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 81% à l'horizon 2050 par rapport à 2015. Donc c'est un levier de décarbonation important et leur action sera primordiale si on veut tenir cet agenda. Donc si elles ont été l'alpha du réchauffement, elles doivent nécessairement en être aussi l'oméga. Et ceci non pas en disparaissant, comme certains pourraient le souhaiter, mais en se réinventant radicalement. Et puisque je suis avec des scientifiques, je dirais que les entreprises sont pour moi le facteur X de la transition. Elles sont l'élément multiplicateur qui décuplera l'impact des initiatives bas carbone. En effet, parce que l'entreprise industrielle, c'est sa mission, elle a la capacité à développer des solutions innovantes et surtout à les reproduire et les diffuser à une grande échelle. Donc si on se fixe comme ligne de mire le bien commun, les entreprises industrielles doivent et peuvent devenir les agents des multiplicateurs des solutions d'avenir. Alors pour expliquer tout ça, je m'excuse, je vais prendre l'exemple de Saint-Gobain. Non pas que d'abord c'est ce que je connais, en plus, mais j'ai pas l'intention spécifiquement de faire de la publicité pour Saint-Gobain, mais il se trouve que Saint-Gobain est un des meilleurs exemples que je connaisse, je crois, de la problématique. C'est peut-être un peu aussi pour ça que Jean Jouzel m'a demandé de venir, de la fois l'entreprise qui sont le problème et surtout qui sont la solution. Pourquoi ? Aujourd'hui, le bâtiment, c'est 40% des émissions de CO2 dans le monde. Il y a eu un grand sommet sur la construction cette semaine à Chaillot qui l'a rappelé. Les 2/3 de ces 40% sont liés à l'exploitation des bâtiments et 1/3 est lié à la production des matériaux, à leur transport et aux engins de chantier. Il faut savoir aussi que le bâtiment, c'est 50% des ressources naturelles qui sont consommées et que le bâtiment produit 50% des déchets solides dans le monde.
Donc ces chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, et si on veut relever le défi climatique tout en préservant nos ressources, on n'y arrivera pas sans une décarbonation massive des bâtiments et sans la mobilisation et la transformation en profondeur du secteur de la construction. Et compte tenu de ce qu'était Saint-Gobain, nous avons mis la construction durable au cœur de notre positionnement et de notre stratégie. Construction durable à la fois pour le neuf, avoir une construction plus légère, bas carbone, plus frugale en ressources, plus circulaire aussi. Notre siège social que nous avons construit il y a quelques années à La Défense en est un très bel exemple. Mais aussi construction durable pour la rénovation du bâti, pour lui apporter confort et efficience énergétique. Donc le motto de Saint-Gobain aujourd'hui, c'est maximiser notre impact positif tout en minimisant notre empreinte. Donc pour maximiser notre impact, et je crois que c'est le propre de beaucoup de groupes industriels aujourd'hui, la solution, c'est l'innovation. Et donc, nous innovons en permanence pour offrir à la fois des solutions nouvelles à faible émission de carbone, des solutions circulaires et des solutions qui réduisent les émissions de carbone chez nos clients. Je voudrais prendre quelques exemples récents. Dans la première catégorie, nous avons lancé l'année dernière le premier verre à faible émission de carbone au monde pour les façades, qui réduit les émissions de CO2 quand il est produit de 42%. Nous avons aussi lancé des plaques de plâtre qui offrent une empreinte carbone 2 à 3 fois inférieure à celle des offres traditionnelles. En matière d'économie circulaire, on vient de concevoir une laine de verre qui contient jusqu'à 90% de verre recyclé. Pour les plaques de plâtre, on en est à 50% de plâtre recyclé en termes de conception. Nous avons, alors bien sûr, il faut avoir des produits recyclés. Donc on a lancé des filières de recyclage de laine de verre à partir de la déconstruction en 2018 et dans le vitrage en 2021. Donc l'idée, c'est limiter les prélèvements de matières premières et de répondre ainsi à l'enjeu de raréfaction des ressources et aussi de consommer moins d'énergie quand on utilise des produits recyclés. Troisième série d'exemples, nous développons des solutions qui réduisent les émissions de carbone chez nos clients. Par exemple, les adjuvants et additifs qui permettent de réduire de 50% le CO2 émis par le béton. Donc aujourd'hui, toutes ces solutions, c'est 75% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, qui fait quand même 50 milliards d'euros. Et pour vous donner une idée de l'impact, c'est des chiffres qui ont été audités, les solutions mises sur le marché par Saint-Gobain une année, durant leur durée de vie, elles vont permettre d'éviter des émissions de 1300 millions de tonnes de CO2 durant la durée de vie des matériaux, c'est-à-dire plus que les émissions cumulées en un an de la France, de l'Allemagne et de l'Italie. Alors c'est lié à la taille de Saint-Gobain, mais ça montre l'impact absolument majeur que ça peut avoir. Voilà. Et c'est à peu près 40 fois le montant de nos émissions de CO2 en produisant, 8 millions de tonnes pour le scope 1 et 2 et une trentaine au total. Mais c'est donc le deuxième point que je voudrais développer, c'est que les entreprises industrielles, elles sont la solution, mais il faut qu'ici qu'elles soient moins le problème. Et donc il faut qu'elles décarbonent massivement leurs procédés de production. Alors là, si je reprends l'exemple de Saint-Gobain, c'est un axe majeur d'innovation que d'essayer de réduire l'empreinte carbone de notre propre production, donc notre scope 1 et 2. Donc, et si on veut, pour faire ça, il faut revoir entièrement la chaîne de valeur, penser, même repenser les modes de production, et ça passe par l'amélioration de l'efficacité énergétique des procédés pour produire mieux avec moins. Je suis très impressionné par les progrès qu'on a accomplis chez Saint-Gobain récemment. En 2019, j'avais indiqué que Saint-Gobain serait neutre en carbone en 2050. Pour être franc, je ne savais pas exactement comment on allait faire. Et beaucoup s'interrogeaient en interne. En moins de 4 ans, on a démontré que l'ensemble de nos procédés peuvent être décarbonés. On a réalisé la première production de verre zéro carbone dans le monde, et on l'a fait en France, à Aniche, dans le nord de la France. On a réalisé une première production de test de vitrage dans un four avec plus de 30% d'hydrogène en Allemagne, et c'était vraiment très difficile. On a démarré le premier site de production à zéro émission de carbone pour les plaques de plâtre en Norvège, en basculant nos procédés du gaz à l'électricité, une électricité 100% renouvelable. Ça nous a coûté 30 millions d'euros, et on a bientôt démarré au Canada pour 90 millions de dollars canadiens.
En Inde, on fabrique des plaques de plâtre avec de la biomasse, et en Finlande, des plafonds acoustiques via l'utilisation de biogaz et de verre recyclé. Tout ça, ça coûte cher. Rien qu'en 2023, on a dépensé sur ces sujets-là 220 millions d'euros, c'est un peu plus de 10% de notre montant d'investissement annuel, pour la recherche et pour la décarbonisation de nos processus et la recherche et développement. Et on va continuer. Mais les résultats sont là. Je disais, le groupe a baissé de 34% ses émissions de CO2 depuis 2017. Et nous sommes donc, je l'espère, pour la bonne trajectoire pour 2050. En tout cas, on va être probablement en avance par rapport à notre objectif intermédiaire à 2030. 2030 à 2050, c'est beaucoup plus difficile et je vais y revenir. Quant à notre mix énergétique décarboné, aujourd'hui, c'est 57%, rien que 5 points entre 2022 et 2023. Donc ça accélère à toute vitesse. Et on sera à 70% en 2025. Tout ça, c'est des résultats qui sont tangibles, audités. Ce n'est pas du greenwashing, c'est vraiment des chiffres. Et je peux vous dire, aujourd'hui, dans Saint-Gobain, le directeur général, tous les mois, il connaît le résultat des usines, le chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation et les tonnes émises par chacune des usines de Saint-Gobain. Maintenant, c'est tous les mois. Il y a 5 ans, je connaissais une fois par an le chiffre de tout Saint-Gobain. Donc, c'est vraiment descendu très bas. Mon troisième point, c'est que les entreprises, elles ne peuvent pas tout. Et je disais que je suis très optimiste qu'on sera à notre objectif 2030. Je ne sais pas si on sera à notre objectif 2050, on s'y est engagé, mais on ne pourra pas le faire tout seul. Et là, le rôle des pouvoirs publics, il est majeur pour accompagner l'industrie et permettre d'accélérer son action de décarbonation. On voit bien, si je reprends encore l'exemple de Saint-Gobain, vous voyez bien que la solution, c'est pour l'essentiel, ça va être l'électrification. Et la barrière, elle est évidente, c'est qu'on va avoir besoin, et l'industrie au niveau mondial va avoir besoin de beaucoup plus d'énergie décarbonée, et donc essentiellement d'électricité, qui devrait être à la fois décarbonée, abondante, et compétitive par rapport aux énergies fossiles. L'idéal, c'est qu'il n'y ait plus d'énergie fossile. Mais en attendant, il faut que l'électricité soit moins chère ou que l'énergie fossile soit beaucoup plus chère. Et ce n'est pas gagné. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a encore peu d'endroits dans le monde où c'est le cas. Vous avez remarqué que les 2 endroits où on a fait nos usines bas carbone, c'est la Norvège et le Canada. Ce n'est pas le hasard. Et donc aujourd'hui, je crois que le problème des entreprises industrielles, c'est qu'elles manquent cruellement de visibilité à long terme sur les prix des différentes énergies, ce qui est très difficile. Du coup, c'est très difficile de planifier. Et si on veut faire la transition, il faut planifier. Et ça, c'est pas nous. Ça, c'est les pouvoirs publics qui doivent nous donner ces signaux, encadrer et accompagner le secteur privé de la façon la plus intelligente possible. Alors, les économistes, ils ont tous la même solution. C'est d'avoir un prix mondial du carbone. On n'en discute même plus dans les COP, même si les COP sont très utiles. Malheureusement, le prix mondial du carbone, ce n'est pas pour demain. À défaut, on a besoin de l'action des pouvoirs publics au niveau européen et au niveau national. Et les investissements qui sont nécessaires à la décarbonation de nos sociétés vont être gigantesques et on ne pourra pas les faire tout seul, tant qu'il n'y a pas cet écart de prix. Donc ça veut dire qu'il va falloir réorienter les budgets publics vers cet impératif de décarbonation. Les citoyens, les entreprises vont devoir accepter les réajustements nécessaires qui prendront la forme, je suis désolé de le dire, soit de nouvelles taxes, soit d'incitations, soit de réaffectations budgétaires. Et il va falloir faire des choix, parce que le quoi qu'il en coûte n'est pas une solution pour le long terme. En France, c'est 50 milliards d'euros d'ici 2030 juste pour décarboner les grands sites industriels. Mais l'ensemble des investissements supplémentaires, tous secteurs confondus, selon France Stratégie, c'est 66 milliards par an d'ici 2030, c'est-à-dire 2,3 points de PIB. Donc il faut accélérer. Et je crois qu'on n'a pas encore pris la mesure de ces efforts. L'Europe et la France sont probablement les pays les plus sincères dans leur ambition de lutte contre le réchauffement climatique, mais on a aussi des pesanteurs. Notre objectif climatique en Europe, il est plus ambitieux que celui des États-Unis, mais les États-Unis ont pris récemment des mesures très importantes qui, sur le plan industriel, risquent de leur donner une longueur d'avance, avec des subventions directes massives pour les énergies décarbonées, et de façon très simple, par rapport à ce qu'on fait en Europe, avec des crédits d'impôt.
Donc ça pose des tas de problèmes, mais ce qui est le plus embêtant, c'est l'hétérogénéité de ce qui est fait au niveau mondial. Alors, comment on fait dans les entreprises en attendant ça? On met un prix interne du carbone, comme s'il y avait un prix du carbone, et chez Saint-Gobain, on l'a relevé récemment. On est en 2024, hein, et donc je pense que le moment, il y a urgence, comme le titre de ce colloque. Vous voyez qu'on a les solutions, on sait comment régler notre partie du problème, mais on a besoin d'une action très importante des pouvoirs publics. Et je crois que le monde des entreprises, il avance. Alors Jean Jouzel nous essaye de nous faire progresser en nous stimulant. Je pense à votre intervention après l'université du MEDEF, l'été du MEDEF l'été dernier. Je crois qu'on se bouge, hein, et qu'on se bouge, comme je vous ai donné l'exemple, de façon importante. Je le constate au-delà de Saint-Gobain, à travers les études que mène la Fabrique de l'Industrie, un think tank que j'anime avec Louis Gallois, ou au sein de l'Institut de l'entreprise. Je crois que mon optimisme, il vient de la trajectoire de Saint-Gobain, que je voulais le montrer. Et par rapport à la situation en 2015, j'ai fini, Marion, je dirais qu'au moment de la COP 21, je dirais qu'on a beaucoup bougé. Ce sujet, je ne crois pas être la seule entreprise qui le prend vraiment au sérieux, et je pense qu'on va pouvoir, si on continue et si les pouvoirs publics accélèrent, avoir à la fois un monde décarboné et en croissance, hein, comme je le disais en 2015 dans mon livre sur le rôle des entreprises de notre combat pour le climat, parce que c'est la première fois que les entreprises avaient été invitées à participer à la COP 21. Voilà, et donc je conclurai en disant que la raison d'être de Saint-Gobain me paraît un bon motto pour tout le monde. Make the world a better home, c'est possible. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Pierre-André. Alors beaucoup de questions, donc on aura l'occasion que d'en regarder quelques-unes. Il y a tout un groupe de questions qui sont un peu, je dirais, techniques. Je vais essayer d'en passer une ou deux en revue et puis on passera ensuite à des choses plus globales. Alors par exemple, quel rôle du bois dans la construction? J'en pose 2 ou 3 d'affilée. Hein. Quel rôle du bois dans la construction? Est-ce qu'on s'est intéressé au solaire? Et y a-t-il un marché international pour les matériaux de construction écologiques? Ou que plus exactement, est-ce qu'on peut essayer de définir ce que c'est qu'un matériau de construction écologique? Voilà, en voilà 3 sur des aspects techniques: le bois, le solaire et le marché mondial des matériaux écologiques. Voilà, alors c'est assez pour moi, je dois dire... J'apprécie le fait d'être interrogé sur ces sujets-là par l'ancien directeur de la R&D de Saint-Gobain, mais c'est un grand plaisir, Didier, de vous avoir ici. Alors sur le bois, je pense que le bois est appelé à jouer un rôle plus important. Hein, c'est un bon matériau. Bon, nous, Saint-Gobain, on n'est pas dans le gros œuvre, on fait tout ce qu'il y a autour. Et on sait faire isoler l'enveloppe du bâtiment avec du bois, avec de l'acier ou avec du béton. Mais je pense que le bois est une solution qui va se développer. Les matériaux de construction, par définition, ils sont lourds, ils ne coûtent pas très cher au kilo, et donc du coup, ils ne se déplacent pas beaucoup. Donc en fait, les solutions sont très souvent locales. Ce qui est plutôt bon d'ailleurs, et il faut que ça soit de plus en plus local si on veut la circularité. Hein, donc il y a des échanges, et on n'arrête pas d'échanger sur les techniques, mais il va falloir utiliser des solutions locales, pays par pays, zone par zone. Et sur le solaire, alors le solaire, c'est une solution, je crois, intelligente. Hein, le solaire dans le bâti, sur les toits. Je pense que c'est encore plus important d'en mettre sur les toits des bâtiments non résidentiels. Et là, quand on prend l'avion et qu'on survole toutes les banlieues de toutes les grandes villes, il y a de la place pour mettre du solaire. Le gros problème du solaire, c'est que on le fait avec des matériaux qui viennent de Chine, hein, et qu'on n'a pas été capable de les fabriquer en Europe. Donc il n'y a pas du tout de circularité dans le solaire. Je pense que le solaire est quand même une bonne solution parce que ça permettra d'avoir des circuits courts, hein, et locaux. Donc le solaire dans le bâti, c'est une très bonne solution. Et puis en plus, ça ne prend pas de place en termes de sol si on le met sur les toits. Je pense qu'on devrait accélérer sur tous les bâtiments logistiques et industriels. Alors j'ai une question autour du financement des projets dont vous avez parlé. Comment ça se passe et en particulier, est-ce qu'ils sont en adéquation avec les visées des actionnaires?
Autrement dit, ça c'est une très bonne question. Voilà une question intéressante. Est-ce qu'il y a un alignement entre... peut-être vous pouvez détailler un tout petit peu le prix interne du carbone que vous avez mis en place, et puis l'alignement avec les objectifs des actionnaires. Alors d'abord, je dirais que il y a deux forces qui nous ont poussés beaucoup, c'est les actionnaires et les salariés. D'habitude, on dit que les actionnaires, ils vont pas dans la bonne direction. Moi, il y a 4-5 ans, j'ai dit aux actionnaires, on va dépenser 100 millions d'euros par an, dont j'ai pas sûr qu'il y ait une rentabilité, pour décarboner nos procédés. C'est passé comme une lettre à la poste à l'époque. Et là, cette année, on dépense 220 millions d'euros. Donc en fait, c'est pas un sujet. Alors, ces 220 millions d'euros, ils ont une rentabilité parce qu'on met un prix du carbone. Il y a des pays dans lesquels, si j'avais pas mis un prix du carbone, les gens ne le feraient pas. Et ça veut dire qu'en fait, comme ce prix du carbone, il est quelquefois, il y a des pays où il est totalement artificiel, il n'y a pas de rentabilité aujourd'hui. Oui, mais expliquez le prix du carbone interne. En fait, si vous voulez, c'est comme un taux d'actualisation. Quand on fait un investissement, on le fait pour 20, 30, 40 ans. Et donc, on dit aujourd'hui, cet investissement, si je regarde le prix comparé, parce que quand il s'agit par exemple de passer à l'électricité, quand il y a de l'électricité décarbonée par rapport à du gaz ou du fioul, si je fais le supplément d'investissement, aujourd'hui, il n'a pas de rentabilité. Donc je fais le pari, en mettant un prix interne du carbone, que à un moment ou un autre, dans la durée de vie de cet investissement, ça va avoir le coût, parce que le prix du carbone aura existé. Aujourd'hui, le prix du carbone interne de Saint-Gobain, il est de 100 €. On l'a remonté plusieurs fois. On l'avait mis d'abord à 30, et puis on l'a remonté. Aujourd'hui, il est à 100. Le prix du carbone en Europe, il était à 80 € la tonne il y a 6 mois. Aujourd'hui, il n'est plus qu'à 40-50. Mais il y a des pays, comme la Suède, qui l'ont mis à 100. D'ailleurs, c'est là un peu la réponse à la question. La taxe carbone de madame juste avant, c'est fondamental, la taxe carbone. Le problème, c'est qu'il faut la faire. Et les Suédois, ils l'ont montée tout doucement et en étudiant l'impact et les conséquences sociales. Et en essayant de parer les conséquences sociales, en redistribuant la taxe sociale aux gens qui étaient... la taxe carbone aux gens qui étaient... Mais on a absolument besoin d'un prix du carbone. Et comme il n'y en a pas suffisamment, et même, sauf en Europe, nous, on l'a mis en interne. Mais donc, ça permet, si vous voulez, d'aligner les managers de Saint-Gobain. Parce que moi, je leur dis, il faut décarboner. Mais si je leur dis, il faut être rentable, ils me disent, attendez, il faut choisir. Et donc là, si je mets un prix du carbone, quelque part, quand ils font leurs calculs, l'investissement devient rentable. C'est ça l'idée. C'est un palliatif au fait qu'on n'a pas de prix du carbone. L'idéal, comme je l'ai dit, ce que demandent tous les économistes, c'est d'un prix du carbone au niveau mondial. Mais ça, c'est pas demain la veille qu'on va l'avoir. Alors, la dernière question, André, et puis on passera au suivant. C'est une question, une remarque. Il faut planifier à long terme, vous nous l'avez expliqué, mais il faut aussi de l'agilité à court terme. Est-ce que c'est compatible ? Alors, planifier à long terme, oui, parce que comme je vous l'ai dit, nous, quand on fait un investissement, notre usine, si je prends une usine de verre plat, elle va fonctionner, quand on l'installe, 20 ans, et elle va fonctionner 24/7, tous les jours, toutes les heures, toute l'année. Et l'arrêter, ça coûte très cher, donc on ne l'arrête pas pendant 20 ans. Donc ça veut dire que j'ai besoin d'imaginer un peu comment on va être les 20 prochaines années. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de planifier. Et donc c'est vrai que si je savais comment vont se situer les différentes énergies, ce serait beaucoup plus facile. Et l'agilité ? Alors, l'agilité, c'est que l'agilité, c'est la vie de tous les jours. Évidemment, c'est que la demande, elle n'est pas forcément, la même tout le temps. Je crois que l'agilité, elle est rendue beaucoup plus facile par une très grande décentralisation. Et donc et dans notre métier, qui est un métier qui est très local, comme on l'a vu sur les matériaux, mais aussi les marchés sont très locaux, il faut être très décentralisé et donc mettre la responsabilité de la majorité des actions sur le terrain. C'est comme ça qu'on peut être agile. Merci Pierre-André. Voilà. Marion.